Elles partent de la CIA. C'est cet organe américain de propagande, de subversion qui fomente, qui alimente et qui crée les campagnes anti-chinoises. Et cette CIA, elle paie, hein, elle paie des organismes internationaux pour aider à faire ce travail-là. Dans mon livre sur Reporters sans frontières, j'ai montré comment elle le faisait par l'intermédiaire d'une organisation qu'ils ont créée qui s'appelle la National Endowment for Democracy, c'est-à-dire la NED, et qu'ils ont créée. Et d'après eux-mêmes, je le prouve dans mon livre, d'après ceux qui ont écrit les statuts, ceux qui ont présidé la NED, d'après un agent de la CIA, d'après le New York Times, la NED a été créée pour faire un écran entre la CIA et ceux qui reçoivent l'argent, parce qu'on ne pouvait pas donner directement l'argent de la CIA dans l'argent du Congrès mondial ouïghour. On ne pouvait pas le faire. Donc on fait un paravent. Ça, c'est la NED. La NED intervient partout où les États-Unis pensent qu'ils vont pouvoir créer des troubles dans un pays, partout. Ils l'ont fait à Hong Kong notamment, et là ils le font au Xinjiang. Et j'ai montré notamment comment le Congrès mondial ouïghour était payé par cette organisation, donc était payé par la CIA, et je donne au dollar près, chaque année je donne le chiffre au dollar près, combien ils ont reçu. Et comment avez-vous fait ça, M. Vivas? C'est extrêmement facile. Vous allez sur le site de la NED, vous voyez ce qu'est la NED, dans plusieurs langues, dont le français, elle vous dit comment recevoir de l'argent, et puis elle vous dit à qui elle a versé de l'argent. Et donc c'est sur le site de la NED aux États-Unis que je vois que le Congrès mondial ouïghour a reçu de l'argent et combien ils ont reçu. Et la NED est donc, encore une fois, est un organe de la CIA. Et alors on me dit, oui, mais quand tu dis ça, Maxime Vivas, tu fais du complotisme. Ça, c'est le mot très, très, très grave, complotisme. Alors, non seulement ce que je dis, je le prouve, dans mon livre, je donne les moyens d'aller le vérifier, mais en plus, là, j'ai depuis quelques jours, depuis hier d'ailleurs, un document qui m'a été envoyé par mon éditrice, et qui est un document c'est une vidéo qui a été tournée par le colonel Wilkerson, et qui dit ceci, c'est lui qui dit ça dans la vidéo: la CIA voulait déstabiliser la Chine et les stratèges du renseignement avaient décidé que la meilleure façon de le faire serait de fomenter des troubles parmi les Ouïghours du Xinjiang pour faire pression sur Pékin. Les troubles avec les Ouïghours ont été planifiés par la CIA pour déstabiliser la Chine. Voilà, j'ai ce document-là, j'ai la vidéo, j'ai même l'email pour qu'on puisse aller vérifier ou appeler. Alors, qui est-ce qui dit ça? Eh bien, ce colonel Wilkerson, qui est-ce? Eh bien, c'est l'ancien chef d'état-major du secrétariat d'État américain, Colin Powell. C'est-à-dire, c'est l'ancien chef d'état-major du ministre de la guerre, celui qui a mené la guerre notamment en Irak. Voilà. Donc, et lui, auprès du secrétaire d'État américain Colin Powell, il était chargé du secteur de l'Asie de l'Est et du Pacifique. Voilà donc quelqu'un qui était à la droite du chef des armées américaines, qui vous dit comment la CIA a tout organisé pour que les Ouïghours, pour créer des troubles au Xinjiang, pour déstabiliser la Chine. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est eux qui le disent. Alors voilà, je pense que s'il y a des gens qui n'ont pas bien compris encore que ce qui se passe au Xinjiang, ce n'est pas parce que c'est les Chinois de Pékin sont méchants, mais c'est parce qu'en fait, il fallait déstabiliser la Chine. Bon, le Xinjiang, on ne l'a pas encore dit, mais c'est une région avec des minerais et des ressources importantes, du pétrole, du gaz. C'est aussi le passage, le point de départ de la nouvelle route de la soie. Nouvelle route de la soie, c'est le cauchemar des Américains. Je crois qu'il y a plus de 140 pays qui vont être impliqués par ce projet pharaonique. 140 pays qui vont avoir des accords commerciaux privilégiés avec la Chine, sans passer par les États-Unis. Et pour eux, c'est un cauchemar. Et donc, il faut vraiment essayer de tuer le départ de la route de la soie. Et c'est la raison pour laquelle, comme le dit ce collaborateur de Colin Powell, il fallait que la CIA provoque des troubles ouïghours au Xinjiang. Et quand je dis que le Congrès mondial ouïghour touche de l'argent de la CIA, il n'y a pas que, hein. Il y a d'autres organisations. Il suffit d'aller voir sur le site de la NED et on va trouver toutes les organisations. Il y en a plusieurs. Pour le Tibet, j'en avais trouvé 14. 14 organisations qui touchaient de l'argent de la NED. Et, voilà. Et là, actuellement, c'est
c'est au Xinjiang. C'est facile à voir, c'est facile à vérifier. C'est pas moi qui le dis, je vous dis, allez voir sur le site de l'ANED. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que je donne l'argent qui a été reçu par le Congrès mondial ouïghour, qui entre nous soit dit, le Congrès mondial ouïghour est une organisation séparatiste. Hein. Et eux, ils luttent pour un Turkestan oriental. C'est pas pour, c'est ça qu'ils affichent. Donc, sur le site de l'ANED, ils disent ce qu'ils demandent, ce qu'ils ont demandé au Congrès mondial ouïghour en échange de l'argent. C'est extraordinaire. C'est exactement ce qu'ils font. On leur demande d'intervenir au Congrès américain, d'intervenir au Parlement européen, de créer des groupes, d'aider les groupes à parler, d'aider la diaspora ouïghour, de faire des documentaires qui serviront pour les journaux. Enfin, on leur demande un travail comme ça anti-chinois terrible. Et ils sont obligés de le faire. Ils ont reçu l'argent pour faire ça. C'est un contrat. Donc, on ne vient pas me parler du Congrès mondial ouïghour comme d'une ONG indépendante. En fait, c'est une organisation qui est manipulée et payée par la CIA. Et non seulement je le dis, mais encore une fois, je le prouve. La Chine a appelé au dialogue et à des négociations sur les relations économiques et commerciales bilatérales avec les États-Unis. Lors d'une conférence de presse régulière, le ministère chinois du Commerce a déclaré que le pays était prêt à répondre aux préoccupations raisonnables entre les deux plus grandes économies du monde. La Chine est systématiquement opposée aux hausses tarifaires unilatérales. De telles mesures ne sont ni bénéfiques pour les deux pays, ni bénéfiques pour le monde. La Chine et les États-Unis sont les deux plus grandes économies du monde et leurs liens économiques et commerciaux sont, par nature, une situation gagnant-gagnant. Les deux parties devraient rechercher le dialogue et la négociation pour répondre aux préoccupations raisonnables l'une envers l'autre sur la base du respect mutuel et de l'égalité. Le ministère chinois du Commerce a également défendu ses droits anti-dumping imposés sur les importations de vin australien lors de sa conférence de presse. Le ministère affirme que cette décision est conforme aux règles de l'OMC compte tenu de ce que la Chine appelle une dégradation substantielle de l'industrie locale. Et la principale autorité commerciale chinoise a également déclaré qu'elle travaillait avec les autorités locales pour dresser une liste négative pour le secteur des services dans le port de libre-échange de Hainan. Un spectacle inquiétant à la frontière américano-mexicaine. Deux jeunes enfants ont été largués par-dessus une haute clôture et abandonnés dans le désert. Des responsables ont confirmé que les deux sœurs originaires de l'Équateur n'ont que 3 et 5 ans. Elles ont été larguées du haut de la clôture de 4 mètres de haut au milieu de la nuit. Les deux adultes qui les ont amenées là se sont enfuis. Les forces de l'ordre américaines affirment que les enfants n'ont pas été blessés et se trouvent maintenant dans un logement temporaire. Mais les militants affirment que les enfants sont également confrontés à un grand danger du côté mexicain de la frontière. Nous demandons aux familles de réfléchir à 2 fois avant d'essayer de traverser illégalement parce que la réalité est que ce sont les enfants qui souffrent le plus. Le gouvernement américain oblige de nombreux migrants à attendre au Mexique pour des auditions sur leur demande d'asile. Washington dit que les villes frontières sont trop dangereuses pour que ses propres citoyens les visitent. Un avis aux voyageurs indique que 5 États frontaliers mexicains souffrent de taux élevés de meurtres, d'enlèvements et de violences entre gangs. Un homme a été arrêté à New York soupçonné d'avoir agressé une femme asiatique de 65 ans plus tôt cette semaine. Le suspect est en liberté conditionnelle à vie après avoir assassiné sa mère et a maintenant été accusé d'agression criminelle dans le cadre de la loi sur les crimes haineux. Il s'agit du dernier incident d'une vague d'attaques contre les Américains d'origine asiatique. Mais d'abord un avertissement, certains téléspectateurs pourraient trouver les images suivantes dérangeantes. Capté sur une vidéo de surveillance en plein jour au cœur de Manhattan. Une femme asiatique âgée projetée au sol, victime d'une blessure grave. La police a déclaré que le suspect avait été entendu faire des commentaires anti-asiatiques. Permettez-moi de répéter que nous n'accepterons ni ne tolérerons jamais la haine ou la violence de quelque nature que ce soit dans notre grande ville. Cela va à l'encontre de tout ce que nous sommes. Le suspect, Brandon Elliott, 38 ans, a été arrêté pour des accusations notamment d'agression criminelle en tant que crime haineux. Elliott, qui est maintenant en détention, avait déjà purgé une peine de 17 ans de prison pour avoir poignardé sa mère à mort. L'attaque de cette semaine a suscité de la colère face à ce que le suspect a fait, mais aussi à ce que les témoins n'ont pas fait.
Des images captées par des caméras de surveillance semblent montrer plusieurs témoins dans cet immeuble qui regardent cette attaque. On voit une personne en train de fermer la porte alors que le suspect s'éloignait. La société de gestion de l'immeuble a déclaré que ses membres du personnel ont été suspendus. Le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu'il était inacceptable que des témoins ne soient pas intervenus. Je suis très frustré par ces attaques. C'est horrible, c'est dégoûtant de voir des gens mis dans une situation aussi horrible. La peur qui a été créée, c'est tellement injuste pour les New-Yorkais asiatiques. Le président Biden a qualifié les crimes de haine contre les Américains d'origine asiatique de mauvais et de non-américains. Il a annoncé une série de nouvelles mesures pour tenter de contrer l'augmentation de la violence anti-asiatique. L'une des choses les plus importantes est que le financement aille vers les organisations communautaires et les dirigeants au sein de la communauté asiatique américaine qui peuvent le mieux décider comment nous pouvons résoudre ce problème. L'attaque contre une femme asiatique âgée à New York survient quelques jours après que des manifestations ont eu lieu ici et dans tout le pays pour dénoncer les attaques contre des membres de la communauté américano-asiatique. À la suite de cet incident, ces appels deviendront probablement plus forts. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré que plus devait être fait pour lutter contre le racisme, à la suite d'un rapport du gouvernement sur les inégalités ethniques et raciales. Le rapport indique que le Royaume-Uni fonctionne mieux que la plupart des pays à majorité blanche. Les critiques disent qu'il ne reconnaît pas le racisme structurel continu. L'été dernier, des centaines de personnes ont pris part aux manifestations du mouvement Black Lives Matter dans des villes du Royaume-Uni. La colère suscitée par la mort de George Floyd aux États-Unis avait déclenché ce mouvement. Maintenant, une commission mise en place par le gouvernement britannique affirme que le Royaume-Uni n'a plus de racisme institutionnel. Il existe des disparités dans les domaines de l'éducation, de l'emploi et du maintien de l'ordre, mais ce qui est intéressant à propos de ce rapport, c'est qu'il ne les considère pas comme du racisme. Le rapport a révélé que les enfants des communautés noires, ethniques et minoritaires réussissent aussi bien à l'école ou mieux que les élèves blancs, et l'écart de rémunération entre les blancs et les minorités est tombé à 2,3 %. Je crois qu'ils ont proposé 24 idées intéressantes pour promouvoir l'égalité des chances. Mais tout le monde n'est pas d'accord avec la façon dont ce rapport examine le racisme, en particulier ceux qui ont protesté l'année dernière. Nous n'avons pas défilé l'année dernière pour nous faire dire que notre expérience n'est pas réelle, que nous inventons des choses quand des milliers de personnes ont manifesté dans les rues. D'autres affirment que le rapport ne reconnaît pas qu'il existe un racisme structurel. À l'époque où ils ont commandé le rapport, les gens ont dit que c'était un blanchiment d'utiliser une phrase malheureuse et c'est ce que cela s'est avéré être. Et l'argument selon lequel le racisme institutionnel n'existe pas est tout simplement absurde. Quant à la COVID-19 au Royaume-Uni, le coronavirus a affecté de manière disproportionnée les communautés ethniques et noires. L'une des raisons est qu'ils sont plus susceptibles de vivre dans des quartiers défavorisés, d'être en moins bonne santé et de travailler dans des emplois de première ligne avec un salaire précaire, ce qui rend difficile l'isolement s'ils attrapent le virus. Maintenant que les vaccins sont en cours de déploiement, certaines personnes dans ces communautés hésitent à les prendre, ce qui laisse craindre que la maladie ne devienne endémique dans les zones racialement diversifiées et défavorisées. Mais le gouvernement dit que tout cela n'a rien à voir avec le racisme. Le responsable chinois de l'équipe conjointe d'experts en coopération avec l'Organisation mondiale de la santé rejette les critiques quant à un accès non total aux données et sites, alors qu'ils ont enquêté plus tôt cette année à Wuhan sur les origines du coronavirus. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue mercredi, la mission des scientifiques chinois appelait à davantage de coopération parmi les scientifiques afin de tracer l'origine de la pandémie. Reportage. Ces experts font partie des 17 scientifiques chinois à avoir participé à la mission de l'OMS à Wuhan. L'équipe conjointe de recherche a déclaré que tous les échantillons d'animaux collectés au marché de fruits de mer de Huanan à Wuhan se sont jusqu'à présent révélés négatifs au coronavirus et davantage de tests sur les produits de la chaîne du froid sont en cours. Tandis que les chauves-souris et les pangolins sont considérés comme les réservoirs naturels le plus probables au coronavirus, un expert suggère que les investigations soient étendues à l'Asie du Sud-Est.
Pour le virus lié au SARS-CoV-2 que nous avons retrouvé dans des chauves-souris en Chine, ces dernières étaient toutes de la province du Yunnan, qui est frontalière de l'Asie du Sud-Est. De tels virus ont également été retrouvés dans des pays d'Asie du Sud-Est. Nous avons également détecté des virus liés au SARS-CoV-2 dans des pangolins de contrebande venant d'Asie du Sud-Est. Le rapport conjoint a recommandé de poursuivre les investigations dans le monde sur d'autres animaux hôtes et la possible apparition de la COVID-19 avant décembre 2019, quand il fut pour la première fois signalé à Wuhan. Là où nous avons découvert les premiers cas du virus, mais pas nécessairement l'origine du virus, cela est basé sur notre expérience passée. Nous avons également lu des rapports précédents. Il y a des cas dans d'autres lieux du monde plutôt qu'à Wuhan. Nous pourrions avoir à vérifier ces rapports de façon plus approfondie. Nous estimons que ces pistes pourront être utiles pour nous aider à identifier le début exact de l'épidémie et le possible animal hôte. De tels efforts en valent la peine. Dans de multiples pays et régions, dans le contexte mondial, l'étude doit se poursuivre. Répondant aux accusations selon lesquelles les experts sont sous la pression de Beijing, le professeur Liang Wanyan a rejeté cela, déclarant qu'ils se sont vus remettre le rapport complet sur Wuhan pour obtenir tout ce qui était nécessaire à leurs études. Nous avons visité tous les lieux, rencontré toutes les personnes, étudié toutes les installations, lu tous les documents que nous souhaitions. Parfois, nous avons des discussions tard dans la nuit, et tout d'un coup, nous avions l'idée de rencontrer quelqu'un ou d'accéder à certains documents et données, et nous demandions aux représentants du gouvernement d'arranger cela. C'est comme si nous menions de temps à autre des raids aériens. Mais ils ont répondu à toutes nos demandes. Tant les experts chinois qu'internationaux ont confiance en nos découvertes. Nous avons mené une approche scientifique, aucunement guidée par les politiques. Les experts chinois déclarent avoir étroitement coopéré avec les experts internationaux dans l'étude conjointe. Mais ils indiquent que la mission de Wuhan n'est que le commencement de la recherche de la source du virus à l'échelle mondiale. L'étude conjointe suggère de poursuivre l'enquête dans le monde. Ils appellent également à davantage de coopération parmi les experts mondiaux sous la direction de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'Organisation mondiale de la santé et la Chine viennent de publier un rapport sur les résultats de leur étude conjointe à Wuhan pour retracer l'origine du nouveau coronavirus SARS-CoV-2. Le professeur Yang Yongui, chef du groupe chinois de recherche moléculaire de l'équipe conjointe Chine-OMS, nous en dit plus. L'invitation de l'OMS par la Chine à venir en Chine effectuer des recherches sur le traçage de l'origine montre qu'elle agit en tant que grande puissance responsable et fournit un paradigme coopératif pour la recherche continue sur le traçage de l'origine dans d'autres pays. Après une étude scientifique rigoureuse menée par l'équipe conjointe d'experts de l'OMS et de la Chine, aucun indice clair sur l'origine du nouveau coronavirus ou sur le mode de transmission n'a été trouvé et il n'y a pas de réponse à des questions telles que quand et où le virus a franchi la frontière de l'espèce. Une étude sur le traçage de l'origine sans conclusion scientifique claire n'est en fait pas surprenante du tout. Cela reproduit simplement les problèmes similaires rencontrés dans la recherche sur les origines d'autres maladies infectieuses majeures causées par les virus dans le passé, ce qui illustre la complexité et la nature à long terme de cette étude. La recherche sur le traçage de l'origine du virus est essentiellement une question scientifique et l'équipe conjointe d'experts a effectué le travail sur la base de la science. Il est vraiment nécessaire que d'autres pays mènent des études de traçage sur l'origine. Le lieu où le premier cas d'une pandémie est identifié n'est pas nécessairement le lieu de son origine. Après une étude documentaire systématique par l'équipe conjointe de traçage moléculaire, des indices sur la présence de quelques échantillons cliniques et environnementaux suspects en dehors de la Chine avant le premier cas à Wuhan suggèrent que le virus pouvait être déjà présent mais n'avait pas été encore remarqué dans d'autres pays. L'équipe conjointe d'experts est parvenue à un consensus selon lequel d'autres études de suivi devraient être menées pour analyser des cas suspects impliquant le nouveau coronavirus dans des échantillons pris sur des patients et les environnements dans le monde entier signalés avant la fin janvier 2020. Nous reconnaissons qu'il est nécessaire de comprendre l'origine du virus car c'est la clé pour éviter au mieux des épidémies similaires à l'avenir. L'OMS a critiqué ce qu'elle appelle un déploiement de vaccins d'une lenteur inacceptable en Europe. Elle met en garde contre une augmentation inquiétante des cas alors que les nations européennes se démènent pour contenir la troisième vague sur le continent. L'OMS affirme que seulement 10% de la population européenne dans son ensemble a reçu une dose de vaccin et 4% en a reçu 2. La France est aujourd'hui le dernier pays à imposer de nouvelles restrictions anti-Covid-19. En Belgique, le taux d'infection ne cesse d'augmenter. Près de 5000 personnes en moyenne sont quotidiennement testées positives.
Les écoles ont été fermées une semaine avant les vacances de Pâques. Les Belges se préparent à d'autres fêtes de Pâques sous des restrictions en raison de la Covid-19. Contrairement à l'année passée, les gens peuvent voyager dans le pays quand ils le veulent, tant qu'ils sont rentrés chez eux à 22 h, ce qui a grandement popularisé les déplacements vers la côte belge. Mais la Société ferroviaire nationale, la SNCB, craint de ne pas être capable de pouvoir faire face à l'afflux de la demande, alors que la capacité de places assises est limitée. Il en résulte un ultimatum envers le gouvernement, lever les mesures ou restreindre légalement les déplacements vers les destinations prisées. Et si le gouvernement échoue à se décider, alors la compagnie ferroviaire pourrait être contrainte de fermer ses lignes. Ce conflit entre la liberté et la sécurité aurait dû être terminé maintenant. En février, les Belges attendaient la réouverture des restaurants et des cafés, de même que le retour des enfants à l'école. Mais une lente campagne de vaccination face à la résurgence du virus signifie que les tentatives de réouverture ont stagné et les gens sont de plus en plus abattus par la situation. Mercredi, une juridiction bruxelloise a renversé ses règles, intimant le gouvernement à mettre un terme à toutes ces mesures anti-coronavirus d'ici un mois, sous peine d'une amende. Le gouvernement a utilisé des ordres exécutoires pour fermer des établissements, limiter les rassemblements et empêcher les gens de quitter le pays. Mais les juges déclarent que l'actuelle base légale n'est pas suffisante. Le ministre de la Justice déclare que les règles demeureront identiques et qu'il ferait appel, tandis que le travail continuera avec une nouvelle loi sur la pandémie qui devrait fournir la base légale nécessaire. Tandis que les restrictions de la Belgique ont été jugées hors la loi, la France voisine a elle renforcé ses règles, alors que des mesures strictes dans le nord devraient s'étendre au reste du pays. Nous avons décidé d'étendre à toutes les zones de France métropolitaine les mesures déjà mises en place dans 19 départements les plus affectés par l'épidémie. Les nouvelles mesures s'appliqueront à compter de dimanche matin, le 4 avril, durant 4 semaines jusqu'au 3 mai. Ce choix d'agir à l'échelle nationale s'explique par le fait que durant les 10 derniers jours, l'épidémie s'est propagée dans quasiment tout le pays. Les commerces non essentiels devront fermer. Il y aura une limite de 10 km sur les déplacements non essentiels et les enfants ne retourneront pas à l'école après la pause. Et cela s'ajoute à l'actuel couvre-feu dès 19 h dans tout le pays. Et pour les 67 millions de résidents en France, le long week-end de Pâques est à nouveau en suspens. Les responsables de la santé en Afrique avertissent d'un impact catastrophique si l'Inde continue de retenir les vaccins d'AstraZeneca. L'Inde a en effet décidé la semaine dernière de retarder temporairement les exportations de vaccins produits dans le pays pour répondre à la demande locale. Le Centre africain de contrôle des maladies indique que cela va définitivement impacter les plans de vaccination de près d'un tiers du continent d'ici la fin de l'année. L'Union africaine dépend largement du programme mondial de distribution du vaccin au COVAX et du vaccin d'AstraZeneca. Le géant pharmaceutique américain Johnson & Johnson a annoncé cette semaine qu'il fournirait 400 millions de doses de son injection à l'Union africaine plus tard cette année. Dans une ville frontalière du sud de la Chine, on se prépare à une épidémie croissante de coronavirus. Des dépistages de masse sont en cours et certaines parties de Ruili sont confinées. En effet, dans la province du Yunnan, pas moins de 15 cas et 45 autres infections asymptomatiques ont été confirmées. Reportage. Des dépistages de masse. En 24 heures, la ville de Ruili, située à la frontière sino-birmane, a prélevé plus de 300 000 échantillons. Plus de 1300 personnes ayant été en contact avec des cas de coronavirus ont été placées en quarantaine pour observation. Jusqu'à présent, tous les habitants de la ville ont déjà subi un test de dépistage à l'acide nucléique. Je pense donc que c'est une bonne chose. Le gouvernement a réagi très rapidement dans un court laps de temps. Je pense que le gouvernement nous a donné un sentiment de sécurité, alors je ne m'inquiète pas de l'épidémie. Depuis une semaine, la population de la ville est en quarantaine à domicile. Tous les établissements ont été fermés à l'exception de supermarchés, des pharmacies et des marchés de produits agricoles. Une interdiction stricte de voyager est par ailleurs en place. Depuis 22 heures, le 30 mars, nous imposons des contrôles de la circulation aux véhicules et aux personnes quittant Ruili. En principe, ils ne peuvent à l'heure actuelle ni entrer ni sortir de la ville. Ceux qui doivent partir sont dans l'obligation de présenter un rapport de test d'acide nucléique négatif effectué depuis 72 heures maximum. Au cours de la seule journée de mercredi, la ville a signalé 6 cas confirmés et 23 cas asymptomatiques. 12 d'entre eux sont des ressortissants du Myanmar. Les autorités sanitaires n'ont pas encore défini la façon dont le dernier cluster a débuté. À ceux qui ont quitté Ruili au cours des 14 derniers jours ou après le 14 mars, veuillez vous inscrire dans la communauté locale et passer un test de dépistage.
Travaillons ensemble pour prévenir et contrôler l'épidémie et assurer la sécurité et la santé. C'est la deuxième fois qu'il y a une épidémie de Covid-19 à Ruili. En septembre dernier, 2 ressortissants du Myanmar ont été testés positifs après avoir effectué la traversée illégale vers la Chine, mettant toute la ville sous confinement. Les autorités appellent maintenant à des contrôles plus stricts à la frontière pour empêcher la propagation du virus. Ruili possède le plus grand port terrestre à la frontière sino-birmane et gère 60% du volume des échanges bilatéraux. Près de 4000 personnes ont été mobilisées pour patrouiller la frontière. Je suis bénévole travaillant à la frontière. Nous devons rester à la frontière d'un jour à l'autre. Je pense que cela fatigue les gens. La nuit, les agents du gouvernement doivent rester à la frontière et pendant la journée, ils retournent au travail. Alors gardons à l'esprit que c'est un grand défi pour eux et aussi pour nous. Le week-end, le chef du parti local a été vacciné. Il appelle tous les résidents à se faire vacciner pour obtenir l'immunité collective. Quatrième anniversaire de la nouvelle zone de Xiong'an, non loin de Beijing. Innovations scientifiques et technologiques permettront son développement. Shanghai célèbre la semaine de la culture du café pour le plus grand bonheur des consommateurs chinois, de plus en plus attirés par ce produit. Deux images peuvent sembler identiques, mais les apparences sont parfois trompeuses. La différence n'est pas toujours évidente. Il faut savoir la mettre en lumière. Une histoire peut être vue de multiples façons. C'est pourquoi chaque détail compte. CGTN français, un regard différent. La Chine célèbre le 4e anniversaire de la création de la nouvelle zone de Xiong'an. Nous maintiendrons notre mission qui est de soulager les fonctions non capitales de Beijing tout en suivant le nouveau concept de développement dans la construction d'une zone de démonstration. Nous accélérerons la construction d'infrastructures et améliorerons les services publics. Nous attirerons différents types de talents, innoverons notre système et développerons un nouveau système industriel moderne ainsi que l'innovation scientifique et technologique. Nous nous efforcerons de faire de Xiong'an une ville innovante et marquerons un bon début de la construction de la nouvelle zone au cours du 14e plan quinquennal. En 2017, la Chine a annoncé son intention d'établir une nouvelle zone à environ 100 km au sud-ouest de Beijing. La zone de 1770 km² est en cours de construction dans une ville verte avec de l'innovation et un modèle national de développement de haute qualité. Plus de 160 000 personnes y travaillent actuellement sur plus de 120 grands projets. Un chemin de fer interurbain reliant Xiong'an à Beijing a commencé ses activités en décembre. 3 lignes express reliant Xiong'an, Beijing et la municipalité voisine de Tianjin devraient être ouvertes à la circulation en mai. Outre les infrastructures, plus de 3700 entreprises se sont enregistrées à Xiong'an, la majorité dans les domaines de la haute technologie. Entre 2017 et 2020, Xiong'an a élevé sa couverture forestière à 30%. Shanghai compte le plus de salons de café en Chine, l'occasion de célébrer cette semaine le café sous toutes ses formes. Notre journaliste est parti à la rencontre de passionnés du café. Les cafés, on en trouve partout à Shanghai. On en dénombre plus de 8000. Et comme la ville est désormais le centre financier moderne de la partie continentale de Chine, avec une armée de consommateurs issus de la classe moyenne. Sans oublier de mentionner l'histoire ancienne de ports de commerce avec l'Occident. Et c'est pour cela que le premier arrêt de nombreuses chaînes de café internationales dans le marché chinois est à Shanghai, toutes souhaitant répliquer le succès écrasant de Starbucks. Durant la semaine de la culture du café, Starbucks organise une série d'ateliers dans son vaisseau amiral de Shanghai. Nous avons invité plusieurs champions de compétition de café pour partager leur savoir-faire ce soir. Et quand j'ai rejoint Starbucks au début, les gens commandaient des classiques comme le latte. Mais désormais, davantage de gens sont intéressés dans le café moulu et d'autres produits de haute qualité. La plupart des jeunes clients désirent s'asseoir à notre bar et discuter avec nos baristas. Les buveurs de café en Chine sont de plus en plus sophistiqués. La tendance se reflète dans les immenses foules présentes cette semaine lors de la convention de l'industrie du café à Shanghai, où les marques de café présentent leurs dernières machines expresso, moulins à café et grains de café. Il y a aussi ces poudres de café instantanées qui obtiennent également une mise à niveau.
Notre poudre se dissout dans l'eau à toute température et retient au maximum le goût original du café fraîchement moulu. Actuellement, nous disposons de 3 lignes de production qui offrent plus de 25 variétés de goût en café instantané. Nous avons relevé que nos clients vont progressivement définir leur propre goût et style. Et c'est un bon signal pour le marché du café en Chine. La marque dispose également d'un programme pour recycler ses bouteilles, un mouvement qui résonne avec les modes de vie de plus en plus verts de la jeune génération chinoise. Dans la province du Shaanxi, dans le nord-ouest de la Chine, des archéologues ont fait de nouvelles découvertes dans l'ancienne capitale de la dynastie des Zhou de l'Ouest, datant d'il y a environ 3000 ans. Le complexe offrira un nouvel éclairage sur les installations urbaines dans l'histoire ancienne de la Chine. À Xi'an, chef-lieu de la province du Shaanxi, les archéologues ont identifié une fouille récente comme étant un grand bâtiment palatial datant de près de 3000 ans. Couvrant une superficie de plus de 1800 mètres carrés, le site se trouve au centre des ruines de Haojing, capitale de la dynastie des Zhou de l'Ouest. Dans la zone centrale des ruines, nous avons découvert 8 sites majeurs. 2 d'entre eux sont assez imposants, tous les 2 mesurent environ 8 mètres de largeur. Ils sont flanqués de petits bâtiments d'environ 2,5 mètres de large. La disposition indique un complexe de bâtiments élaborés pour un haut noble. Le site dans la banlieue ouest de Xi'an contient également une fosse sacrificielle, dans laquelle a été trouvé un grand nombre de crânes de bovins, de moutons, de porcs et de cerfs. Cela offre des indices précieux quant à la nature du complexe de construction. À en juger par les restes des animaux découverts dans la fosse, nous croyons qu'ils répondent à la description dans les archives historiques de la dynastie des Zhou. Les animaux avaient été sacrifiés pour vénérer le ciel et la terre, les ancêtres et les divinités. Ainsi, le complexe de construction était probablement un sanctuaire ancestral. Xi'an a servi de centre politique et administratif sous plusieurs des dynasties les plus importantes de Chine. En plus, la dynastie des Zhou de l'Ouest qui a pris fin en 772 avant Jésus-Christ. La ville a encore été capitale sous l'Empire des Tang il y a plus de 1000 ans. La ville est également bien connue comme le point de départ de l'ancienne route de la soie et pour abriter l'armée en terre cuite de l'empereur Qin Shi Huang. L'édition automne-hiver de la mode de Chine de cette année a baissé rideau. Elle a vu un éventail d'activités en ligne et hors ligne, y compris des défilés, des forums de mode, des sessions de vente en ligne et des plans d'incubation pour les jeunes talents. La créatrice de mode chinoise Grace Chen a clôturé ce grand spectacle qui aura duré une semaine. Inspiré par le qin, un instrument à 7 cordes, également l'un des 4 arts de la Chine ancienne, la créatrice espère imprimer l'identité de la mode chinoise dans notre vie quotidienne. Transformer la musique traditionnelle chinoise en couture visible. Accompagnés d'un ensemble vivant, les mannequins descendaient gracieusement la piste, montrant des vêtements ornés de franges, de broderies complexes et de techniques de tricot. La musique traditionnelle chinoise est connue sous le nom de soie et bambou qui se réfère aux cordes et au vent parce que tous les ensembles traditionnels chinois de musique de chambre sont composés de ces 2 types d'instruments. En ce qui concerne la couture, je vois les instruments à cordes comme des rayures et les instruments à vent comme des points. C'est ainsi que j'ai été en mesure de montrer la musique traditionnelle chinoise visuellement dans mes dessins. Et la palette de couleurs était également en harmonie avec la musique jouée pendant le spectacle. Au cours de la première moitié, les musiciens ont ravi le public avec une pièce classique, Haute Montagne et Eau qui coule. Pendant ce temps, les modèles se pavanaient sur la piste avec des robes fluides, principalement en noir et blanc, comme une peinture à l'encre traditionnelle chinoise tranquille et éthérée. Pendant la seconde moitié, les musiciens ont mis en scène une œuvre capturant des scènes de la vie quotidienne sous la dynastie des Song de 960 à 1279 et le choix des couleurs qui l'accompagnaient était visiblement plus dynamique avec des roses et des bleus éclatants sur la piste. Quand je conçois une pièce, j'ai toujours à l'esprit la façon dont on peut faire correspondre les vêtements entre eux. Par exemple, la cape brodée n'est pas seulement réservée aux occasions spéciales. Vous pouvez la jumeler avec des jeans. Intégrer la culture traditionnelle dans notre vie quotidienne est la meilleure façon de la préserver.
La collection Tsin fait partie de la grande idée de Chen de transformer les 4 arts de Chine en modèles de couture. Il s'agit du Tsin, le jeu de stratégie des échecs chinois, ou Tsi, Shu, l'art de la calligraphie chinoise, et Hua, la peinture traditionnelle chinoise. Elle prévoit que sa prochaine collection se concentrera autour du Tsi, les échecs chinois. Elle attend avec impatience le défi de montrer l'attention et la sagesse de l'ancien jeu et le contraste entre le yin et le yang. Et pour clore ce journal, je vous invite à faire un petit tour dans ce tout nouveau train express qui a pour thème le panda à Chengdu dans le sud-ouest de la Chine. Merci de votre fidélité, bon voyage. C'est ainsi que se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. Mais l'information continue sur notre site internet et nos réseaux sociaux. A très bientôt sur CGTN Français. Le paysage musical malien a subi de profondes mutations au cours de ces 20 dernières années. Il était longtemps dominé par des musiciens, certes talentueux, mais appartenant à une autre époque avec une certaine vision conservatrice. Il faut attendre les années 90 pour voir émerger une nouvelle couvée de musiciens. Des jeunes inspirés par des rappeurs français, américains ou sénégalais. À un certain moment, c'était dans les années 96, 97, je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'écrire mes propres textes, mes chansons, aussi en parlant de mes réalités. Ismaïla Doucouré à l'état civil. Master Soumi fait partie de cette génération de jeunes maliens qui ont embrassé la musique urbaine. Ces chansons sont donc un moyen de s'exprimer librement. Que cette musique est une musique très engagée, une musique qui revendique, qui dénonce, et qui peut aussi faire des propositions pertinentes pour attirer l'attention des décideurs, des dirigeants et éveiller les consciences. Cet engagement, le rappeur l'aurait même épousé très jeune, à peine à l'âge de 11 ans. Sa première école, il l'a sans doute fréquentée à domicile et son grand-père maternel, son premier maître à l'école de la vie. Il m'amenait dans les meetings, je regardais, j'écoutais, même si il y a des choses qui m'échappaient en termes de compréhension, mais ça m'a permis quand même de connaître et de découvrir beaucoup de réalités, beaucoup de choses et pouvoir quand même me défendre sur des questions liées à la vie de la nation. Moussa Diallo, aujourd'hui entrepreneur, a été l'un des premiers animateurs radio sur le hip-hop. Il est témoin de la traversée du désert du jeune débutant qu'était Master Soumi. C'était plus compliqué de faire de la promotion de la musique à l'époque qu'aujourd'hui. Donc il y avait beaucoup de difficultés et surtout quand il n'avait pas de soutien financier à l'époque, c'était assez compliqué. Il fallait convaincre des gens qui étaient prêts un peu à financer dans ton projet. Je pense que c'est l'amour, la détermination et la persévérance qui fait qu'on oublie toutes ces difficultés, on persiste et un beau jour, les portes s'ouvrent et ainsi de suite, les choses s'enchaînent. Mais pour Master Soumi, ces difficultés n'étaient pas seulement d'ordre financier. Dans une société conservatrice, il est facile de se heurter au refus de ses parents pour la musique. Il devait se cacher pour aller jouer.
Sa détermination et sa passion pour la musique le poussent malgré tout à continuer son petit chemin à l'insu de ses parents. J'étais avec des camarades de classe quand on a commencé à faire la musique. Donc les parents à un moment étaient vraiment opposés à ce qu'on fasse de la musique parce que ils ont aussi raison. Ils ont raison de s'y opposer parce qu'ils se sont dit que la musique peut être un obstacle pour nos études, que ça pouvait nous empêcher de continuer les études, etc. Le choix de ses chansons renvoie à des thématiques de société et de politique. Son credo semble se résumer à l'instauration d'un Mali meilleur. Une nation où il n'y a de place ni à la haine ni à la mauvaise gouvernance, et ce, à travers un engagement citoyen infaillible. En réalité, c'est la question, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire le rap, c'est-à-dire le rap engagé, le rap conscient. Donc il fallait dénoncer ces choses-là, c'est ma mission première, lutter contre l'impunité et faire comment mettre en place une véritable justice sociale au Mali et comment rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. On travaille ensemble il y a plus de 15 ans. Je suis son manager et cette idée, on l'a, ce projet, on l'a depuis 15 ans. Qui parle de Master Soumi parle de moi, qui parle de moi parle de Master Soumi. Quand tu dis que Master Soumi est engagé, c'est là où je dis que je suis engagé. Oui, on est engagé politiquement, on est engagé socialement, on est engagé, voilà, tout ce qui est bien pour le Mali. Nous, on ne veut que le développement du Mali et puis on ne veut qu'un Mali meilleur pour les Maliens. Un engagement citoyen auquel s'identifient beaucoup de Maliens, en particulier les jeunes. Bon, pour moi, la musique de Master Soumi représente beaucoup de choses. Elle représente la vérité et puis la justice aussi, et puis le combat. Je dis pourquoi la vérité, parce que tout ce qu'il dit dans ses chansons, personne ne peut dire que ce n'est pas vrai. Personne ne peut dire le contraire. Il dénonce l'injustice, la corruption, et le combat, c'est pour améliorer à ces choses-là. Donc pour moi, ces chansons sont monumentales et puis c'est important. Ce juriste de formation, titulaire d'une maîtrise en sciences juridiques, se fait le porteur de voix, le défenseur de la cause des plus vulnérables. À défaut de siéger dans un barreau, il s'autoproclame avocat de la société. Donc moi je pense que les études m'ont vraiment aidé. Je dis régulièrement que je n'ai pas pu être par exemple avocat dans un tribunal pour aller défendre les plus faibles, ou bien pour aller défendre mes semblables. Mais Dieu a fait de moi un avocat de la rue pour défendre les intérêts publics, pour défendre les plus faibles, pour être la voix des sans-voix, pour être porteur de messages d'éveil de conscience, des messages de sensibilisation, des messages d'appel au patriotisme et à la responsabilité. Dans la même veine, Master Soumi en appelle à une équité sociale. Cependant, la situation sécuritaire due au terrorisme a fini de chasser des agents de l'administration de leur lieu d'affectation qualifié de zone à risque. C'est donc à travers son festival Fest Hip Hop qu'il rappelle aux autorités leur mission régalienne de protéger les administrés. Le thème principal de cette année, la thématique même du festival de cette année, c'est quelle justice pour un Mali meilleur. Il faut essayer de voir comment on peut davantage approcher la justice des justiciables et rétablir la confiance entre la justice et les justiciables. Cela est très important. Donc, cela aussi passe par la sécurité. Parce que c'est difficile pour un juge quand même d'aller rendre justice dans une localité où il ne se sent pas sécurisé. Donc c'est des choses qui vont de pair, vont ensemble. Donc c'est pourquoi nous avons choisi cette thématique de justice. Bienvenue, merci de nous capter à Beforapou sur l'espace. Ce combat, le rappeur ne l'a jamais lâché. Cette constance dans son engagement auprès de la société ne semble atrophiée au fil des ans par les nombreux soubresauts qu'a vécu son pays au cours de cette dernière décennie. Les défis sont immenses, absence de leadership ou défaut de gouvernance. Citoyen lambda malien toujours... Master Soumi, c'est un artiste que j'ai connu il y a à peu près une dizaine d'années. Et j'avais trouvé déjà qu'il avait une plume assez acérée, comme on dit chez nous. Donc on avait à peu près la même vision du monde, la même vision des choses. Donc il faisait du rap qui était du rap très engagé et qui correspondait exactement à ce que nous aussi, ici au Sénégal, on faisait.
Donc depuis lors, depuis que je l'ai connu, je vois une constance dans son combat et je vois une constance aussi dans ses engagements politiques et dans ses positions, dans ses prises d'opposition au Mali. Le rappeur sénégalais a d'ailleurs inspiré Master Soumi dans un autre concept musical. Le journal rappé dénommé JT Abef Rap, une déclinaison de l'information sous une forme plus attractive, rythmée par des rimes pour atteindre plus de jeunes Maliens. Le journal rappé a été initié par mon grand frère Kouman, un des pionniers du hip-hop sénégalais. Il a créé cette initiative. L'objectif, c'est une combinaison de la musique et de l'information. Parce que le constat a été fait que beaucoup de jeunes vont, par exemple, sur les réseaux sociaux, YouTube, Facebook, et tout ça, pour aller regarder autre chose. Mais rares sont ceux qui s'intéressent aux infos, l'information. Nous, ce qu'on a fait, on a cherché avec nos partenaires du matériel et on a essayé d'entrer en contact avec des artistes qui avaient la même vision que nous. Et c'est ainsi que Soumi était intéressé par le projet. Et il y avait aussi un artiste qui venait du Burkina et un autre artiste qui venait du Cameroun. On a fait une semaine au Sénégal, 10 jours, et voilà, on a fait le tour. On leur a montré comment est-ce qu'on fabrique le journal, comment est-ce qu'on recherche les idées, comment est-ce qu'on met en place une équipe, comment fidéliser l'auditoire, etc. La proximité recherchée auprès des jeunes se manifeste également à travers des spectacles de quartier. Pour Master Soumi, se rapprocher du public permet de mieux faire connaître aux fans le sens du combat à mener ensemble. Le choix de ce quartier populaire est dû du fait que pratiquement tous les concerts se passent soit au Palais de la Culture, soit au Palais des Sports, soit au Stade Omnisport ou 26 mars. Bon, ici c'est la périphérie de Bamako. Hein? Donc c'est un quartier populaire. Donc il y a plein de jeunes ici, dans ce quartier, ici, à Dialakourouji, qui n'ont pas souvent même les moyens de déplacement pour aller suivre les concerts au Palais de la Culture et autres. Donc c'est une manière aussi d'approcher les artistes de leurs fans. Dans cette perspective d'intéresser les jeunes Maliens à une musique engagée, le rappeur organise fréquemment des festivals. Ces initiatives sont des traits d'union entre professionnels et amateurs pour mieux communier avec la nouvelle génération de musiciens. La musique aussi s'étend à d'autres régions. La sous-région aussi participe à des festivals aussi pour montrer la réalité du pays au-delà de nos frontières et aussi il initie les jeunes artistes avec son festival Arapou Dorokou, qui est une initiative très salutaire en appelant les jeunes à s'intéresser à la musique consciente, au rap conscient. C'est pourquoi on a mis ce festival sur place pour échanger avec nos jeunes frères. L'expérience qu'on a acquis à travers cela, leur donner ça gratos. Souvent, nous, on a payé pour aller se former. Mais là, on leur donne gratos, ils ne payent rien. Tout est gratuit, l'inscription est gratuite, les concours, tout est gratuit, tu ne payes rien. Au cours de ces rencontres, il est aussi question de formation, des moments d'apprentissage, d'échange et de partage entre générations de musiciens. Le festival ne s'arrêtait pas à l'invitation des artistes de venir prester ou autre. Il y avait un atelier, une formation qui ont suivi. Vous voyez, donc on apprend. À chaque édition, il y a des nouvelles révélations qui apprennent des nouvelles méthodes. Donc c'est un très grand pas, une très grande chose. Donc le festival Festipop a beaucoup contribué au rap malien et jusqu'à nos jours. Oui, la première édition jusqu'à nos jours. On s'est dit à un certain moment que quand vous avez une plaie sur une partie du corps, vous n'amputez pas la partie du corps, mais vous essayez de soigner la plaie. C'est pourquoi on essaye de cadrer nos jeunes frères à notre manière, en organisant des ateliers de formation, d'écriture, et faire même des discussions autour des questions telles que la gestion de la carrière, le marketing de l'artiste, le management, etc., etc. Son expérience glanée à travers le monde, il veut aussi la partager avec ses frères. Aujourd'hui, le rappeur a gagné en maturité pour avoir participé à plusieurs rencontres internationales de haut niveau. J'ai pris part à des ateliers de formation hors du pays. Donc maintenant, comment transmettre
ses expériences, ses connaissances à nos jeunes frères. Partager nos expériences, partager le peu que nous connaissons, transmettre cela à nos jeunes frères pour leur permettre de se servir de cette musique comme un des meilleurs vecteurs de communication. Se servir de cette musique pour construire la nation. Se servir de cette musique pour sensibiliser. Sensibiliser sur les urgences de l'heure, c'est aussi conscientiser l'opinion publique sur la nécessité du retour définitif de la paix sur tout le territoire malien. En fin de compte, il s'agit de créer, au-delà du Mali, un climat de certitude dans tout le continent africain. Comme notre vision, elle est très panafricaine, donc on se retrouve sur plein de sujets. On se retrouve sur plein de causes et plein de combats. Et récemment, quand il y a eu le changement de la constitution au Mali, j'avais aussi qu'il faisait partie de ces activistes maliens qui ont dit non au changement de la constitution. Et voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui donne l'exemple par son action. Et c'est ça pour moi le plus important. Master Soumi compte continuer le combat pour un Mali pacifique. Un Mali où chaque individu, citoyen ou étranger, puisse vivre dans la plus juste équité sociale. Un vœu cher aux rappeurs.